Bonjour. Bonjour. Alors j'attends un peu le temps que les gens débarquent. Bonjour. J'attends un peu avant de commencer. Alors je rappelle le sujet du live d'aujourd'hui. Normalement je devais le faire jeudi, mais il se fait que c'est l'ascension. Et que vendredi, mon mari fait le pont, donc je profite de mon mari. Voilà, tout simplement. Ça fonctionne pas aujourd'hui. Truc qui ne marche pas. Je suis bien sur le groupe. Alors. Ah voilà. Reste. Bonjour. On va se mettre correctement. Bon, bonjour. Alors, le live d'aujourd'hui, c'est sur la mort. Oui, je sais, c'est un sujet pas très joyeux en soi, hein, et, mais qui a son importance dans la vie, puisque la mort fait partie de la vie. Qu'on le veuille ou non, ça fait partie. Donc la mort reste un sujet tabou encore aujourd'hui face, par exemple en famille, avec les enfants ou avec les parents, de parents-enfants, enfants-parents, et aussi à l'école, etc., même au lieu de travail. C'est un sujet qui reste encore tabou de nos jours, comme de nombreux sujets, comme l'argent, la politique, le sexe. C'est des sujets qu'on évite de parler. Alors aujourd'hui, on va parler de la mort. Alors, la mort, qu'est-ce que c'est? Rien de plus simple.
La mort, c'est l'état où le corps physique, le cerveau, tous les organes ont fini par s'éteindre, qui ne fonctionnent plus. Là, on parle vraiment de mort physique. Que se passe-t-il après la mort physique? Le périsprit, donc ce qui nous entoure, notre corps physique, qui est là pour entretenir aussi ce qui est à l'intérieur, donc notre âme, va se, disons, entre guillemets, dissoudre. Et l'âme va pouvoir partir en coupant le cordon d'argent qui tient entre le périsprit et l'esprit. L'esprit va pouvoir s'en aller définitivement. Alors, il faut savoir qu'après la mort, selon la mort, évidemment, parce qu'il n'y a pas qu'une mort, il y a la mort simple, on va dire, d'âge, soit de vieillesse, ou simplement de maladie, etc. C'est plus facile à se détacher de son corps physique et va finir avec une courte durée, pouvoir se détacher plus facilement. Quand ce sont des morts qui sont très violentes, comme le suicide, un meurtre, les accidents très brutaux, il y a quoi aussi? Maladie, ce n'est pas considéré comme mort violente, parce que quand on sait la maladie, on sait pertinemment qu'on a une chance de survie limitée selon la maladie quand elle est grave. Donc le corps et l'âme est quand même préparé à vouloir mourir. C'est pas une mort violente. Les morts violentes, c'est quand c'est vraiment subitement. Ça dépend. Quand c'est le suicide, c'est quand même un choix, le suicide. Ce n'est pas, comment dire, une mort fatale. Ah, c'est nous qui avons choisi de passer à l'acte. Il faut savoir que le suicide, c'est une des, je dirais, des pires façons de mourir, parce que là, l'âme prend un sale coup au niveau, disons, entre guillemets, de sa santé mentale. Et je parle vraiment de l'esprit. Parce que quand il va partir, l'esprit, déjà, il va rester un sacré moment au niveau, disons, matériel, donc ce qui est autour du corps et même du corps, il va rester auprès de lui et rester au lieu où il s'est suicidé. Et ça peut mettre des années, voire plusieurs siècles des fois, tout dépend. L'état d'esprit, justement. Et pourquoi il a voulu le faire? En général, ça a été tellement fatal, tellement, disons, brutal. C'est toujours des morts très violentes, les suicides. L'esprit ne se rend pas compte tout de suite, il pense tout de suite et qu'en fait il n'est pas passé à l'acte et que ça ne s'est pas passé. Donc le temps qu'il réalise qu'en fait il s'est suicidé, ça met énormément de temps. Là, c'est quelque chose d'assez horrible. Les morts violentes comme les accidents de la route, les meurtres, alors ça aussi c'est quand même difficile, mais moins violent qu'un suicide. Le suicide c'est un choix, donc il faudra assumer les conséquences de ses choix. Les meurtres, quand on a subi un meurtre, c'est une autre façon. C'est-à-dire que on a senti le coup arriver malgré tout. Enfin, ça dépend des situations, évidemment, c'est des meurtres qu'on n'est pas préparé, entre guillemets, qu'on va mourir, parce que des fois c'est de façon complètement soudain, je dirais. Mais quand c'est des meurtres, disons, comment je vais expliquer ça, qui sont prémédités, donc par exemple vous êtes séquestré, vous êtes, je n'ai pas envie d'employer des mots brutaux, mais bon, je suis obligée, séquestration, viol et compagnie quelque part, et que vous savez très bien que vous allez y passer, vous êtes préparé mentalement à ce que vous mourrez. Donc là, la mort sera beaucoup moins douloureuses. Elles vont être douloureuses sur le sens où que vous aurez
l'esprit de vengeance, de contrariété, etc., qui va quand même stagner pendant plusieurs temps. Et c'est là que c'est difficile. Ah, coucou Marie-Claude. J'espère que tu vas bien. La mort en soi, c'est quelque chose qui est difficile, autant pour l'esprit, mais aussi pour les proches qui subissent la mort. Parce que c'est subir, parce que la plupart du temps, l'humain n'est pas apte à faire face à la mort et après ce qui va après la mort, c'est-à-dire le deuil, qui est très compliqué. Donc faire face à la mort, c'est quelque chose qui est très difficile. Il faut savoir avoir disons, un recul, pas d'attachement, on va dire, au niveau des personnes, etc., pour ne pas avoir de grosses difficultés après pour le deuil. Mais ça, c'est quelque chose qui n'est presque inconcevable, je dirais, pour l'humain, parce qu'on s'attache tous plus ou moins à des gens. Donc c'est notre famille, notre conjoint, notre compagne, les enfants, etc. C'est quelque chose qui est totalement normal, c'est quelque chose qui est humain. Voilà. Donc ne pas s'y attacher, c'est quelque chose qui est difficile. Et il faut avoir cet esprit aussi spirituel, de dire que la vie continue malgré la mort qui nous sépare, donc, et comment dire. Après, quand la personne part, on a toujours cet esprit, disons, égocentrique, de se dire, oui, il me manque, j'aimerais qu'il soit là, etc. En fait, on pense qu'à soi, on ne pense pas à l'esprit qui lui va vagabonder de l'autre côté et qui va s'en faire un peu pour nous parce qu'il va tout ressentir ce que nous, on ressent lors du deuil. Et c'est là que ça a son importance parce qu'il ne faut pas penser qu'à soi aussi. Quand on perd un proche, il faut penser à celui qui est mort aussi. C'est-à-dire qu'il ne faut pas non plus le cramponner ici-bas dans notre sphère matérielle parce que ce n'est plus du tout sa place. Il est temps après qu'il fasse aussi qu'il fasse son deuil. Le deuil de sa mort, mais aussi le deuil de ceux qui l'ont entouré et aussi de sa vie d'incarnation et sa vie aussi matérielle, etc. C'est très important de faciliter aussi son deuil. Il faut qu'il passe à autre chose. Et selon aussi notre état d'esprit à nous, c'est-à-dire que si on est très matérialiste, ça va être très compliqué aussi de faire le deuil. Parce que généralement, quand il y a la mort de quelqu'un, on pense tout de suite à une chose, l'héritage. Enfin, la plupart, je dis pas tout le monde, il y en a beaucoup qui pensent tout de suite l'héritage, ce qu'il va vouloir hériter, si c'est une maison, si ceci, si cela. Voilà, et c'est quelque chose qui est très, disons, conflictuel au sein des familles. Après, il faut savoir organiser les obsèques, l'enterrement ou l'incinération. C'est quelque chose qui est assez, disons, très conflictuel dans les familles en général. Pour ça que je trouve qu'il est très important d'amener la discussion au sein des familles sur le sujet de la mort. Alors comment s'y prendre? Moi, j'ai pas de méthode clé, quoi. Je suis pas, voilà. Surtout moi, je suis pas quelqu'un de, disons, très tactile, avoir un tact, voilà, pour dire les choses. Je vais direct au but. Mais ce que je conseille plus ou moins, c'est d'essayer de trouver une discussion, d'amener au sujet de la mort. Dire voilà, par exemple, si à un certain âge, ce serait peut-être bien qu'on ait une assurance vie, voilà, pour voir qu'après, tu n'aies pas à avoir de soucis, déjà rien que financier, voilà, tu pourras amener à avoir soit selon le souhait de la personne, hein, bien sûr, s'il veut se faire incinérer, avoir une urne, ou s'il veut être enterré avec un cercueil, c'est très bien aussi de préétablir justement ce genre de scénario
avant, comme ça, on le sait d'avance et il y aura déjà une angoisse en moins, autant pour celui qui va mourir que pour ceux qui restent. Je trouve que c'est déjà une angoisse en moins à faire. Donc ça va être l'assurance vie, ça va être préparer les obsèques, des choses qui ne sont pas très faciles à vivre, hein, parce que on se dit oui, mais c'est trop tôt, non, non. Faut savoir une chose, c'est que vous ne savez jamais quand vous allez mourir. Ça peut être du jour au lendemain. Voilà. Et ça peut être vous qui avez 40-50 ans, comme un gamin qui a 10-15 ans. Voilà. C'est hardcore ce que je dis, mais c'est la réalité. Ça veut dire que vous ne savez pas quand vous allez mourir. C'est pour ça qu'il est très important, tout de même, d'avoir une discussion justement sur la mort. C'est est-ce que il y a des règles que vous voulez établir quand vous voulez vous faire enterrer ou incinérer? Est-ce que vous avez besoin d'avoir une veillée funéraire? Comme ça se fait encore, hein. Ça n'existe plus tellement, mais il y en a encore. Et je trouve que c'est un rituel vraiment magnifique. Soit une veillée funéraire, ça peut être aussi s'il veut garder le corps encore un petit peu avant de se faire enterrer. Bon, ça c'est une question spirituelle, je vais vous le dire après pourquoi. Et aussi, ça peut être aussi, tout simplement, un choix de mourir, entre guillemets. C'est-à-dire que des fois, par exemple, si une personne vraiment atteinte d'Alzheimer, mais très, très, très poussée, c'est-à-dire que c'est la fin de la maladie, est-ce que on va l'accompagner à mourir? Est-ce qu'il aurait besoin, je ne sais pas, d'une œuvre religieuse ou d'avoir ses proches très près d'elle, etc. C'est en fait réaliser les vœux de la personne pour que la personne puisse partir dans de meilleures conditions et vous aussi, vous soyez moins angoissé après pour le deuil. C'est quelque chose qu'on ne pense très peu. La communication aussi au niveau de la mort, c'est quelque chose c'est très dur, hein, c'est très très dur, mais c'est très important d'en parler. Et même, alors là c'est trash ce que je vais dire, hein, si ça vous bloque sur certains sujets, swipez, restez pas, hein, parce que je peux être très trash. Hein. C'est-à-dire que même à vos enfants, il est important pas qu'ils se préparent à la mort, mais qu'ils ont connaissance de ce qu'est la mort. Comment expliquer la mort à ses propres enfants? Puisque vous n'êtes pas éternel, et même vos enfants, un jour, ils peuvent avoir un accident, etc. Je ne porte pas malheur, hein, évidemment, c'est quelque chose qui est terrible, mais ça peut arriver aussi, et il est très important d'en parler aussi aux enfants. Je sais, c'est quelque chose qui n'est pas facile, mais il faut savoir qu'à un certain âge, les gamins, les enfants, pardon, quand ils sont petits, jusqu'à l'âge de, je dirais, ça dépend des enfants, mais en général jusqu'à 9-10 ans, ils sont assez ouverts d'esprit, hein. Même très ouverts d'esprit. Pourquoi? Parce qu'à cet âge-là, de la naissance jusqu'à 9 ans, environ, même un peu moins, je crois, 7 ans en général, ils voient les esprits, ils sont en accord avec les esprits, ils sont très proches des esprits. Donc ils ont une conscience de la mort déjà, mais ils n'ont pas vraiment la notion de mort. Parce que pour eux, c'est quelque chose qui est normal, naturel. C'est pour ça que vient le titre d'ami imaginaire. C'est ce qu'on pense, ami imaginaire, c'est un ami qui comme ça, là, qui parle, etc. En général, ce sont des esprits, voilà, avec qui il discute pendant toute son enfance. Et qu'après, ils disparaissent comme il est venu, après à l'âge de 10-11 ans. Après, tout dépend des potentiels des enfants, mais aussi des capacités qu'il peut avoir. Ça dépend, évidemment. Donc, je trouve qu'il est très important aussi d'en parler aux enfants. Comme ça les prépare aussi psychologiquement. Parce qu'il y a eu des études qui ont été faites. Je ne sais plus quel scientifique ou psy, je ne sais plus, qui disait que les enfants, si on leur apprenait un petit peu ce qu'est la mort, comment se confronter à la mort, etc., de leur plus jeune âge, quand ils vivent justement la mort d'un de ses proches,
ils sont plus détendus, ils arrivent à faire leur deuil plus correctement et ne trouvent plus aucun trouble chez l'enfant. Parce qu'en général, quand vous ne dites pas ce qu'est la mort, etc., parce que vous trouvez que c'est tabou, etc., vous causez énormément de troubles aux enfants et ça peut donner des troubles dissociatifs, des troubles dépressifs, anxieux, etc., etc., ou la dépression, parce que ça existe aussi chez les jeunes, hein, très jeunes même. Donc, c'est pour ça qu'il est important de leur préparer, à dire, entre guillemets, à votre propre mort. Comme même quand ils vont grandir, même si vous mourrez, je ne sais pas, à 60, 70, 80, enfin le plus longtemps possible, hein, évidemment. Et comme ça, quand le jour J va arriver, eux, ils vont se rappeler ce que vous leur avez dit quand vous étiez petit, parce que c'est des sujets en plus qu'on n'oublie jamais, hein, forcément, après quand ils vont faire face justement à la mort, ils vont pouvoir partir plus fastoche. Alors, mon papa avait choisi l'euthanasie, on me faisait dormir depuis 2 jours. Quand les médecins ont posé le dernier geste, les larmes coulaient, mon papa pleurait. Pourquoi? Puisqu'il dormait. En fait, lui, il n'avait pas vraiment la conscience, disons. Donc, quand les produits ont agi, en fait, c'est l'âme qui parle, c'est son esprit qui parle. Donc, ça renvoie une certaine émotion au niveau du corps physique. Et très souvent, c'est d'ailleurs ce qu'on peut constater, là, autant comme toi pour ton père, mais pour de nombreux patients. Moi, je l'ai vécu énormément avec des patients aussi. Quand ils sont en stade terminal, par exemple, de cancer, ou quand c'est la maladie d'Alzheimer, mais en stade aussi très 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 avancé, ou des maladies, comment dire, des maladies qui sont incurables, etc., ou que là on décide de terminer on va dire, l'acharnement thérapeutique, parce qu'à un moment donné c'est de l'acharnement thérapeutique. Le corps du patient, soit il y a plusieurs réactions, ça veut dire que des fois il pleure parce que il pleure soit de bonheur parce qu'ils ont enfin réussi à sortir de cette douleur, donc c'est la fin pour eux, ils vont pouvoir partir en toute tranquillité. Très souvent c'est ça. Mais aussi des fois c'est juste la peur parce qu'ils vont laisser leurs enfants, leurs petits-enfants, etc. Ils vont plus être présents pour eux. Tout dépend de l'esprit en lui-même. C'est énormément de trucs assez hardcore quand même à vivre. Quand moi je fais beaucoup d'assistance en fin de vie, surtout en maison de retraite, à un moment donné je le faisais aussi dans certains cas en psychiatrie. Hein. Je le faisais beaucoup en psychiatrie aussi parce qu'il y avait des gens qui ont été atteints de maladies, disons, la fin de certaines maladies graves, comme il y a des schizophrénies qui sont catatoniques, par exemple. Donc là, c'est plus aucune conscience, ils sont complètement, disons, ce qu'on pourrait dire fous. Et à la fin de cette maladie, ils sont alités. Il n'y a plus rien à faire, elle n'est plus du tout curable. Donc, ils ont choisi très souvent une mort assez douce, par injection, etc. Et c'était un accompagnement à la mort. Et ben, il faut savoir que même ceux qui sont fous, disons, qui n'ont plus aucune conscience, au moment de la mort, ils ont des moments de lucidité. Ils retrouvent une certaine lucidité. Ils vous parlent de certaines choses. Je l'ai même déjà vu sur des personnes qui ont été démentes. Donc là, les personnes démentes, ils ont perdu complètement la raison. On a comme avec Alzheimer. À un certain stade, le cerveau il est complètement à l'ouest, voilà, c'est aucune mémoire, que ça soit passé ou présent, et plus rien. La démence, c'est à peu près la même chose, sauf qu'il n'y a plus la parole, des fois, c'est juste des cris, juste des mots, même pas des mots, c'est des cris, des barbouillages, etc. C'est assez horrible hein, comme maladie. J'ai vécu ça avec un monsieur aussi, et le monsieur, il a fini par
pas vouloir mourir. Et juste avant de mourir, parce que j'ai assisté à sa mort, hein, il m'a dit, et je l'ai entendu distinctement, merci de m'avoir libéré. Voilà. Il y a des instants de lucidité au moment de la mort. Et ça, qu'on soit malade, que ce soit handicapé, que ce soit sain, ou peu importe, on a des moments de lucidité quand on arrive à la mort. Évidemment, je parle vraiment de mort, disons, lente, ou qu'on sait qu'on va mourir, qu'on sent qu'on va mourir. Je ne parle pas des morts violentes. Les morts violentes, c'est quelque chose d'assez trash. Voilà. C'est autre chose, hein, évidemment. Parce que là, on n'a pas conscience qu'on va mourir, parce que on ne sent pas que ça va arriver. Si on se fait fracasser par une voiture, on va pas, peut-être on va avoir un pressentiment, mais on va pas sentir qu'on va mourir sur le coup. Voilà. Il faut bien faire la différence entre une mort, on va dire, disons, douce, lente, et aussi de niveau de l'âge, du handicap, de la maladie, etc. Et faire aussi une différence avec tout ce qui est suicide, la mort, etc. Le suicide aussi, c'est quelque chose qui est encore malheureusement très répandu dans la société, et aussi quelque chose qui est disons, très tabou encore. Il y a plusieurs causes de suicide. D'ailleurs, je vous réfère à mon live que j'avais déjà fait sur le suicide. Hein. J'avais fait tout un speech sur le suicide et surtout de la prévention, etc. Sur le suicide. Il faut savoir que le suicide, ça a notamment des répercussions. Si vous revivez, hein, si vous continuez votre vie alors que vous avez fait une tentative de suicide ou que vous êtes suicidé et que vous avez réussi à survivre à votre suicide, il y a des répercussions qui sont assez douloureuses et dangereuses. Dire que ça va vous emmener à des maladies, c'est-à-dire de la dépression, des troubles dissociatifs de l'identité, des troubles autres. C'est assez violent. Voilà. En plus, le suicide, c'est quelque chose que, en général, on n'a pas conscience du danger que ça peut amener. Il faut aussi prévenir du suicide. Le suicide, c'est quelque chose d'assez hard. Il y a plusieurs types de suicides en plus. Hein. C'est pas qu'un seul. Hein. C'est pareil. Hein. Il y a des suicides qui sont longs, il y a des suicides courts, disons très brutaux, et d'autres c'est des suicides sur du long terme. Il y a des gens qui se laissent mourir de faim, de fatigue, ils ne boivent plus, ils ne mangent plus, etc., qui se laissent totalement mourir. C'est un suicide aussi, mais un suicide long. Et là, le corps il se détériore encore plus, petit à petit, et finit par mourir. Mais alors, c'est quelque chose aussi qui est assez trash. Parce que, pas forcément sur l'état, entre guillemets, mental de l'esprit, ce sera plus du côté, s'il aura conscience, parce que c'est lui qui le fait, donc à un moment donné, il a conscience que ça va finir par... il va finir par mourir. Ce n'est pas de ce côté-là. C'est le côté plutôt, je dirais, physique. Là que le périsprit va prendre un sacré coup sur la tête. Et vous allez causer de nombreuses fissures, etc. au niveau du périsprit. Donc c'est un périsprit qui est malade. Et un périsprit malade, s'il se réincarne, ça va être très très dur pour le prochain esprit. Enfin, pour la prochaine incarnation, pardon. Ça va être quelque chose qui va être très difficile à vivre. La mort, c'est quelque chose que j'ai du mal. Enfin, moi, j'ai pas du mal. J'en parle très très souvent de la mort. C'est pas quelque chose chez moi qui est tabou. Je dirais que j'ai du mal à conseiller aux gens comment aborder le sujet. Parce que c'est selon notre croyance. Hein, parce qu'il ne faut pas oublier qu'on a diverses croyances, comme je dirais le catholicisme, ceux qui sont religieux, ou ceux qui sont athées, ceux qui sont
bouddhistes, etc., on a quand même une divergence de croyances. Donc, aborder le sujet de la mort, c'est quelque chose qui est très difficile. Et en plus, moi, c'est très difficile à conseiller aussi. Parce que il faut connaître les croyances de chacun, trouver, on va dire, entre guillemets, un compromis pour pouvoir donner des conseils, disons, avisés. Voilà, parce qu'il ne faut pas non plus détruire les croyances de chacun. Donc, comment conseiller, c'est assez compliqué. Je dirais qu'il faut parler, mais de façon ouverte, avoir une ouverture d'esprit. Pas forcément parler côté esprit et tout ça, parce que tout le monde n'est pas ouvert dans ce domaine. Je dirais plutôt de façon globale. C'est-à-dire que voilà, comment se passe la mort, des fois ça peut se passer comme ci, ça peut se passer comme ça. Déjà, rien qu'à préparer les obsèques, l'assurance vie, etc., ça va permettre déjà de organiser la mort, entre guillemets. Bon, c'est assez glauque, hein, mais c'est comme ça. Chacun a sa façon. Bien sûr, on ne peut pas prévoir comment on va mourir, mais on peut prévoir, je dirais, le minimum nécessaire quand ça va débarquer. Parce que malheureusement, on meurt tous un jour. Donc à un moment donné, il faudra s'y préparer. Et le deuil, là, le deuil, au niveau du deuil, il faut savoir qu'il y a plusieurs étapes au niveau du deuil. Alors ça, c'est pareil. J'avais fait un live sur la mort avec le deuil. Il y avait plusieurs étapes au niveau de la colère, au niveau de la déprime, au niveau la remise en question, le manque, etc. Il y a quand même différentes étapes au niveau du deuil et il est très important je dirais, de bien passer ces étapes, ne pas sauter des étapes, faire son deuil correctement, ne pas. Alors ça, c'est quelque chose qui est très important, ce que je vais dire, c'est ne pas appeler un médium quand vous êtes en pleine étape de deuil. C'est là que je dirais que vous pouvez tomber vraiment en dépression. Déjà, laissez le temps à l'esprit, à celui qui est décédé, qu'il arrive aussi à ces étapes de deuil. Et que vous aussi, vous arrivez à une étape de deuil, on va dire, disons que vous êtes plus ouvert et surtout plus sain d'esprit, etc., que vous n'êtes plus dans la colère, etc. Parce que si vous êtes en colère, vous faites face à un médium, le problème, c'est que l'esprit va pas forcément être sympathique. Parce que ça va ressentir votre colère et les communications vont être assez néfastes. Voilà. Il faut faire attention. Vous pouvez le contacter bien après au niveau de la médiumnité, quoi. C'est-à-dire, si une personne est décédée, je sais pas moi, au mois de mai, faites votre deuil. Là, c'est très important. Faites votre deuil. Ça peut prendre, selon les gens, hein, ça peut être 6 mois, 1 an, 2 ans, 3 ans. Ben, vous laissez couler le deuil. À un moment donné, vous allez sentir que vous allez beaucoup mieux. C'est quelque chose qu'on ressent. Quand vous allez sentir que vous allez beaucoup mieux, vous pouvez faire appel à un médium et pouvoir rentrer en contact avec la personne décédée. Mais il faut savoir aussi que l'autre côté, bon, ça c'est au médium qui doit bien le dire, c'est que de l'autre côté, il faut qu'aussi il a pu faire son deuil, qu'il a réussi à se trouver, on va dire, un équilibre mental pour qu'il puisse avoir une communication fiable et surtout une communication légère, d'amour, etc. et non de colère, de rage, de matériel, etc. Et ça, c'est quelque chose qui est très souvent. Peu importe la personne qui était au niveau de l'incarnation, si la personne est morte, elle est dans un état de trouble. L'état de trouble, c'est à peu près la même chose que l'humain quand il fait son deuil. C'est-à-dire que
il va avoir de la colère, de la rancœur, il va vouloir espionner, etc. Parce que il va s'en faire pour ses enfants, ses petits-enfants, sa compagne, etc. Il va regarder, etc. Il va espionner, il va se poser des questions, nanana, enfin, et puis il va se rendre compte, on dit qu'il est mort. Là, ça va être aussi encore un autre deuil, parce qu'il faut qu'il fasse le deuil de son corps physique. Donc, après, il passe à une étape supérieure au niveau du deuil. Et quand il a réussi à faire tout ce deuil, là, il est plus sain, etc. Il pourra communiquer avec un médium ou directement avec la personne concernée. Voilà. C'est ça, et ça, on oublie très souvent de le mentionner quand on fait appel à un médium. Voilà. Après, dans la mort, il y a aussi faire le deuil aussi du manque. C'est-à-dire que oui, la personne n'est plus avec nous, donc ça va faire un vide. Mais il faut toujours se dire que l'esprit sera toujours à côté de nous, hein, parce qu'il va être attaché à nous, il va toujours être là, etc. Donc là, il est très important. Selon vos croyances, évidemment, ça peut être des prières, demander à l'univers, ou juste envoyer des bonnes pensées d'amour, etc. à la personne qui vient de décéder. La personne qui est décédée va ressentir tout votre amour et va pouvoir, on va dire, vous envoyez aussi des belles pensées et harmoniser autant vos pensées à elle, mais aussi harmoniser aussi votre habitat, et ça va permettre à l'esprit de pouvoir passer aussi de l'autre côté pour qu'il puisse continuer sa vie d'esprit, entre guillemets. Voilà. Vraiment très 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 important ceci. Je voulais dire autre chose, on s'est mis sorti de l'esprit, c'est ce que de le dire. Et quoi aussi la mort, le deuil, le suicide, les morts violentes. Alors quand c'est au niveau des morts violentes, par exemple quelqu'un qui s'est fait renverser par un camion, bon, il y a très peu de chances qu'il s'en sorte. Hein. Donc là, le corps est broyé, etc. Donc, et l'esprit reste, et c'est très souvent le cas, sauf dans des cas rarissimes, il reste au lieu de l'accident. C'est-à-dire que là, par exemple, si c'est pris une voiture là dans la rue qui est juste en dessous de chez moi, il va rester là. Là, son esprit va rester là parce qu'il va croire que en fait, qu'il est vivant puisqu'il voit toute la scène, il voit le camion, etc. Il se dit bon, c'est bon, je suis vivant. Voilà, il va croire qu'il est encore vivant, etc. Donc, il va rester au même endroit. Alors ça va être des esprits qui disent errants. C'est-à-dire qu'ils vont rester plusieurs temps au niveau de l'accident, etc. Mais ils vont pas avoir conscience de ceux qui vont leur parler, etc. C'est une autre, je dirais, temporalité entre les deux. C'est pas du tout la même chose. Ils n'ont pas eu la conscience qu'ils sont morts. Donc ça a été tellement rapide, tellement violent, qu'ils pensent encore qu'ils sont vivants. Ils vont essayer de parler même, par exemple, au pompier qui est là, l'ambulance, au camionneur qui l'a renversé. Il va essayer de parler tout ça, mais ça va l'énerver, ça va l'agacer, ça va créer des troubles, patati patata. Je vous laisse imaginer le bazar. Après, dès qu'il arrive à prendre conscience, enfin, qu'il est mort, hein, ça peut prendre plusieurs temps. Hein. Après, il n'y a pas de temps, je dirais, humain de l'autre côté. Eux, il n'y a pas de temporalité. Donc voilà, ça va être quelque chose d'assez assez long, en tout cas. Le temps qu'il prenne conscience, après, quand il a pris conscience, parce qu'il a vu son corps mutilé, sans vie, etc., là, il va avoir prendre conscience qu'il est mort. Donc après, ça va être une autre étape, ça va être la colère, ça va être il va falloir se venger sur le camionneur. Enfin, ça dépend aussi de l'état d'esprit qu'il a eu avant de son incarnation. Si c'est quelqu'un qui est très rancunier de base, forcément, quand il va être mort, ça va être pas mal aussi. Donc, il va vouloir se venger, etc. Enfin, il va essayer, en tout cas. C'est très rare qu'il y arrive. Voilà. Certains esprits aussi, quand ils sont morts dans ce genre de conditions, finissent par hanter le lieu.
Mais en général, quand c'est de la mort violente, surtout par accident, ils ne hantent pas les lieux. En général, ils vont vagabonder autour du lieu, mais sans le hanter pour autant. Quand un lieu est hanté, en général, c'est des esprits qui ont été très matérialistes. Par exemple, une maison, c'est-à-dire que c'est sa propriété, donc personne ne touche la propriété. Donc là, ça va être des esprits errants, mais qui sont très matérialistes et qui ne veulent en aucun cas que personne prenne la propriété qui était son bien. Voilà. Bon, cela pour les faire partir, bon courage. C'est des longs mois de travail avec l'esprit pour qu'ils puissent partir. Donc c'est quelque chose qui est assez hard. Il y a une autre mort, c'est vrai que en plus je ne fais que d'en parler sur le groupe depuis plusieurs semaines, c'est l'obsession. Et ça c'est quelque chose qui est hard. Alors, l'esprit ne suit pas son corps, ne voit pas qu'on le met dans un cercueil. Alors ça c'est pareil, ça dépend comment l'esprit est mort. S'il est mort de façon soft, une mort classique, normale, ou maladie, handicap, etc. En général, il reste à côté du corps. Il assiste à ses enterrements, ses obsèques, etc. Voilà, là, oui, oui. Mais après, quand c'est de la mort violente, il s'en rend même pas compte. Ou, dans certains cas, il arrive que dans certaines morts violentes, il peut causer des soucis, par exemple quand c'est à la morgue. Il peut emmerder le tanopracteur de faire les soins. Ou il va essayer de créer des soucis si la personne en plus a des capacités médiumniques, il va employer le médium, entre guillemets, et ça va créer des troubles au niveau de la morgue. Voilà. Ça peut arriver. Bon, c'est rare, mais ça peut arriver. Tout dépend de la mort, en fait, de la personne. Quand c'est quelqu'un qui est mort pas brutalement, etc., en général, ils assistent de A à Z de son inhumation à l'enterrement, même s'il va à l'église, ils le joignent à l'église, même si c'est à la morgue aussi. Et je suis partout. Mais après que c'est les morts violentes, il y a deux cas différents. Alors quand il s'agit, je reviens sur l'obsession, mais quand c'est de l'obsession qui a atteint un sommet, je dirais, très grave, c'est-à-dire qu'une possession vraiment très avancée, c'est-à-dire que la personne n'a plus aucun contrôle sur son corps ni sur ses pensées, etc., ou que l'esprit a littéralement réussi à prendre toute possession de la personne. Sachez que l'obsession, dans ce cas-là, est très rare. Hein. Voilà. Là, par contre, la mort est assez hard. En général, ça finit soit par suicide poussé, ou soit par réussir à faire son propre meurtre. Ouais, c'est hardcore. Et là, dans l'au-delà, c'est quelque chose qui va être assez difficile. Je dirais même très très difficile parce que la personne va être encore obsédée, mais jusque dans l'au-delà. Donc la personne qui va être obsédée dans l'au-delà, dès que l'esprit qui est l'obsédé va continuer à l'emmerder aussi dans l'au-delà. Voilà. Et il va continuer à le manipuler, etc., à lui faire des trucs, machin. Voilà, c'est quelque chose d'horrible. Accident de voiture, tu es sur le coup, mon frère. Ah, ouais. Alors ça, c'est aussi quelque chose... ça, c'est des morts violentes. Les morts violentes, c'est assez douloureux, autant pour l'esprit, mais aussi pour ceux qui restent. Pardon, mon chien me casse les pieds. Donc ouais, la mort, il y a plusieurs morts. Il y a différents types de morts. Il y a des morts... il y a même des gens, disons, qui sont déjà morts, même vivants. C'est-à-dire que
j'explique dans certains cas de maladie. Il y a des maladies où on perd toute conscience possible. C'est comme si on était mort, en fait, de l'intérieur. Parce que quand on n'a plus de conscience, c'est que limite, l'âme est partie faire un tour, mais elle n'est jamais revenue. C'est ce qu'on appelle dans le New Age, comment ils appellent ça, l'âme, des gens qui n'ont pas d'âme. Non, ça c'est ridicule. Tout le monde a une âme, un esprit, mais c'est imagé, en fait. C'est-à-dire que dans certaines maladies, comme, comment ça s'appelle? Il y a Alzheimer, la démence, la maladie de Parkinson, au stade final. Certains cancers aussi peuvent finir comme ça aussi. On va dire, la personne à un moment donné, c'est comme si elle était morte de l'intérieur, parce que le cerveau ne fonctionne pratiquement plus. Il va dire qu'on va obéir à certaines fonctions, c'est-à-dire manger, nourrir, on va dire de survie, etc. Mais réagir, bouger quelque chose, etc., bah, ça va être devenu compliqué parce que le cerveau est en mode out. Donc c'est complètement imagé de dire que la personne n'a plus d'âme. Non, c'est pas qu'elle a plus d'âme, c'est le cerveau qui est éteint. Voilà. Qui à moitié éteint, c'est-à-dire qu'il y a des neurones qui ont pété et malheureusement c'est irréversible et ça finit de façon assez hardcore. C'est ça que je voulais dire, l'euthanasie. Alors, longtemps, l'euthanasie, au niveau spirituel, ça a été dit comme qu'après, il fallait accepter les conséquences de l'euthanasie, puisque c'est comme si c'était un suicide. Alors, il y a plusieurs façons de voir. Ça dépend de la personne dans l'état qu'elle est. Si on a fait de l'acharnement thérapeutique, c'est-à-dire qu'on a continué d'espérer qu'elle va revenir parce que c'est un coma qui est trop long, ou la maladie qui est incurable, mais on se casse les pieds à lui donner des médicaments, etc. Il y a plusieurs cas, hein, comme le cas du jeune homme Vincent Limbert, par exemple, que lui... le pauvre, il avait une tétraplégie combinée à des déficiences mentales, etc. C'était quelque chose d'assez hardcore et qui a demandé le suicide, enfin une euthanasie. Dans l'ordre spirituel, c'est dit comme, je dirais, on casse les lois divines, etc. Non, en fait, avec le recul et en plus avec l'évolution de l'homme, il faut prendre en compte aussi que l'acharnement thérapeutique, c'est aussi hardcore que l'euthanasie. Quand on acharne quelqu'un sur sa maladie, alors qu'on sait pertinemment qu'elle est incurable, en fait, c'est limite, non, tu ne meurs pas, tu restes ici avec nous, même si tu es sûr de mourir, non, je veux pas que tu meurs. En fait, c'est ça qu'on lui dit, c'est de l'acharnement, c'est du harcèlement sur son corps, c'est quelque chose qui est très très négatif. Donc, au lieu de s'acharner, autant le laisser mourir. Voilà. Mais dans certains cas, malheureusement, on n'a pas le choix. Mais là, dans ce cas-là, c'est bien de l'assister dans sa mort. Comme ça, non seulement pour vous, vous arrivez à faire un meilleur deuil, mais aussi pour la personne qui est décédée, son esprit sera un peu plus léger. Alors, pour le cas enterrement, incinération. Alors, on va faire la différence aussi, parce que c'est quelque chose aussi d'essentiel, vous avez partie de la mort. Disons le côté matériel, religieux ou autre, comme vous voulez, ça a une importance. Niveau financier, bon, c'est quand même assez lourd. Hein, les enterrements, l'incinération, c'est pas quelque chose qui est donné. Voilà. Déjà. De deux, il y a une différence aussi spirituelle. Il y a que l'enterrement, il y a quand même un certain rite, c'est un peu plus respecté, disons, au niveau du rite, au niveau de la levée de corps, l'inhumation, il y a un certain temps quand même que vous pouvez le voir au niveau de la morgue, et après c'est à l'église, etc. Le périsprit peut se dégager et l'esprit peut partir du corps normalement. Alors, parce que dans le cas, il faut 72 heures au max, entre 48 et 72 heures pour que l'esprit puisse partir de meilleures conditions et qu'il soit totalement
coupé de son corps physique. Et là vient le complexe de l'incinération. Beaucoup se font incinérer, dire peu de temps après que la mort est survenue, que ce soit mort violente ou mort classique. Hein. Ils attendent en général 24 heures et ils se font incinérer. Le problème, c'est que il n'est pas totalement dégagé du corps physique. Donc là, ça va être très très douloureux pour l'esprit qui va pouvoir partir. Donc là, c'est pareil. L'idéal, c'est d'attendre entre 48 et 72 heures avant de se faire incinérer. Pour que l'âme soit totalement dégagée du corps physique. C'est juste pour ça. Voilà. Mais au niveau rite, rituel, etc., au niveau de l'incinération, je trouve que c'est un peu moins ritualisé, il y a moins d'amour, etc. J'ai même vu beaucoup d'incinération quand même, donc c'est très conflictuel. Enfin, c'est énormément de conflits au niveau des incinérations que quand c'est un enterrement. Parce que l'enterrement, c'est très souvent dit religieux de base. Surtout chez les catholiques, même chez les musulmans aussi, chez les juifs aussi. Il y a quand même un certain rituel avant que la levée de corps et l'enterrement se fassent. Il y a quand même un respect au niveau de l'esprit en lui-même. Même si il y a quand même des conflits au niveau des enterrements, il ne faut pas se leurrer. C'est très souvent. Ça, c'est dû à la colère et à la non-acceptation de la mort. Et aussi l'appât du gain dans certaines familles. C'est très matériel surtout. Après, quand il s'agit de l'incinération, on peut faire un certain rituel aussi. Mais bon, il ne faut pas oublier aussi le côté, disons, comment je vais appeler ça, place. C'est-à-dire qu'au cimetière, plus ça va, moins on trouve de place au niveau des cimetières. Donc c'est assez penchant à dire, à se trouver dire, est-ce que je vais prendre l'enterrement, si je vais prendre l'incinération, quand ça va être ma fin. En fait, c'est tout on va dire, à explorer les pour et les contre dans les deux cas. Bon, très souvent, il y a des cas où malheureusement on n'a pas trop le choix de choisir parce que quand le corps est complètement qui n'existe plus, on va dire ça comme ça, que c'est on va dire pas présentable, on va dire pour la famille, etc. Parce que bon, complètement décapité ou autre, hein, pas vous faire les détails sinon vous allez vomir. Mais là, dans ces cas-là, malheureusement c'est l'incinération et là, pour que l'esprit puisse partir en toute tranquillité, c'est pas possible. Se garder un corps en 1000 morceaux, niveau hygiène, niveau morgue, etc., ce n'est pas possible. Donc l'incinération se fera très rapidement. Et que dans ces cas-là où que malheureusement il n'y a pas trop le choix. Mais quand c'est une mort, disons, douce, que ce soit de maladie, de vieillesse ou d'handicap, là vous avez le choix de la façon que vous voulez être, comment on appelle ça, inhumé. Donc ça va être l'enterrement ou l'incinération. Voilà. Non, mais il fallait en parler de ce sujet de la mort. C'est quelque chose que je trouve qui est encore très tabou de nos jours et qu'on a du mal à exprimer au sein des familles ou avec son conjoint ou avec que ce soit un sujet lambda, comme si on pouvait parler du temps ou de ce qu'on a fait aujourd'hui. Hein. C'est des sujets qui doivent faire partie de la vie et qu'on devrait oser en parler. Déjà, ça nous libère de certaines angoisses. Parce que beaucoup disent « j'ai peur de la mort ». Très souvent, quand on dit « j'ai peur de la mort », c'est qu'on a peur de notre mort et ceux de nos proches. Et qu'on n'a pas pris la peine d'en parler à son entourage. Dès lors qu'on parle à son entourage, on s'enlève des angoisses. Puisqu'on va
on va trouver des solutions au niveau des obsèques, etc. Blablabla. Préétablir un contrat ou je sais pas quoi. Enfin, il y a différentes façons. Hein. Voilà. Et après, l'angoisse, elle va s'atténuer, que ce soit autant pour vous que pour votre entourage. Et il est très important d'en parler. Et la prévention du suicide, ça en fait partie. Prévenir contre le suicide. Alors ça, c'est compliqué. Je voulais faire un... Je crois que je vais le faire dans la semaine, là, comme je vais avoir du repos un peu, là, avec les fêtes. Je vais vous mettre je vais vous faire, pardon, un espèce de flyer pour prévenir du suicide. Comment aborder le thème du suicide au sein des familles ou quand la personne est mal, voilà, qu'elle a des envies de suicide. Comment aborder ce sujet. Je vais vous faire le flyer. Je vais le poster sur ma page, en public et aussi sur le groupe en public. Ça, vous l'avez. Et je vous demanderai de relayer justement cette information parce que c'est comme une affaire de santé mentale et de santé publique aussi. Hein, faut pas oublier, on est comme dans une société aussi malheureusement politico. Hein, il ne faut pas oublier que c'est aussi de la santé publique et qui fait partie de la politique. Donc il faut aussi prévenir justement contre les risques du suicide. Mais là, je vais vous mettre aussi les risques spirituels du suicide, puisque c'est ma tasse de thé. Voilà. Donc, je vous fais ça dans la semaine. J'essaie de vous faire le flyer. Et pas grand-chose, hein. Enfin, pas grand-chose, c'est... je l'avais fait ultérieurement, mais je l'ai perdu. Donc il faut que je le refasse. C'est con, ça. Bon, voilà. Sur ce sujet qui est très heureux, hein, la mort, évidemment, très ironiquement, si vous avez des questions justement sur la mort, comment aborder la mort, comment, si vous avez des témoignages particuliers sur la mort ou autres, n'hésitez pas à publier sur le groupe ou de me poser directement la question lors des lives, etc. J'aime beaucoup vos participations. Je tiens à vous le dire, c'est grâce à vous que j'arrive à retrouver ma motivation pour faire des lives. Voilà. Bon, sur ces belles paroles, je vous souhaite une belle fin de journée. J'espère que ce live vous a bien plu et je vous dis à... Bah là, ce sera jeudi, je crois. Si je dis une connerie, je verrai jeudi prochain pour le prochain live. Je vous dirai ce que c'est comme live. Voilà. Je vous souhaite une agréable journée. À bientôt.